Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain et à mes côtés, comme chaque semaine, je retrouve notre inspecteur du FBI désabusé chargé de tous nous réunir aujourd'hui, Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur du concept de Originals. Salut Romain, salut Andou, et que nenni, moi je suis hyper content d'être là et je trouve que j'ai vraiment une dream team. Hein. Tout à fait, alors justement, comme on a tous aimé sa participation la semaine dernière, on a le plaisir de retrouver à nouveau Magic Andou avec nous. Salut Romain, salut à tous, salut les auditeuristes. Oui. Et Andou, j'ai le plaisir d'officialiser que tu vas intégrer l'émission comme chroniqueur. Exactement, donc je vais prendre en charge les news de la semaine. Voilà, donc c'est parti. C'est ça, t'es pas venu les mains vides. Alors justement, cette semaine, le gros plan sera dédié à la série Task, le créateur de Mayor of Easttown est de retour pour ce qui est présenté comme la série de la rentrée chez HBO Max. Ensuite, vous pourrez retrouver Gauthier dans sa chronique Les pieds dans le plat. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Gauthier ? Je vais vous parler de comment on écrit des personnages et parfois pour des séries, comment on les surécrit un petit peu. On se fera ensuite l'agenda, c'est un peu la watchlist de Menro, hein, comme on disait la semaine dernière, avec une sélection des sorties qui m'ont interpellé cette semaine. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en partenariat avec Cinema Teaser. Disponible sur toutes vos plateformes de podcast. Et je rappelle que si vous aimez Originals, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, likez, commentez nos épisodes un peu partout, on a besoin de vous. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas et la mal. plus écrase tout le monde. Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça j'aime bien. Mais tout de suite, Andou nous l'a dit, ça vient de tomber, c'est les news par Andou. Et ouais, incroyable, donc ça vient de tomber et là ça tombe plutôt raide. Donc si vous mal. l'avez, en fait on va donc parler de Tomb Raider. Et ouais, Ah ouais, bravo. et ça y est, on a une date. Alors la date c'est le 19 janvier 2026. Alors qu'est-ce qui se passe le 19 janvier 2026 ? Eh ben c'est la date de début de tournage de la série Tomb Raider qui sera produite par Amazon. Et alors, c'est une série, on a déjà vu en dessin animé, on a vu des films, là c'est une série télé filmée, c'est ça ? Exactement, une série en prise de vue réelle. Et donc, alors souvenez-vous, il y a 3 ans, Amazon avait déjà annoncé que Phoebe Waller-Bridge allait être la créatrice, la scénariste et la productrice de la série. Donc pour rappel, Phoebe Waller-Bridge, c'est... Bah, c'est la nièce de Indiana Jones, la filleule de Indiana Jones dans le dernier Indiana Jones. Moi je la Ouais. connais pour ça. Ouais. Et non, c'est Fleabag. C'est Fleabag, oui, voilà. Ouais, et bien sûr. Killing Eve. Donc à chaque fois que je vous demanderai, on rappelle c'est, on cite 2-3 trucs. On fait un question pour un champion. Voilà. Ok. Il va nous falloir On des dégaine. buzzers. Donc là par exemple, Indiana Jones, Killing Eve Et Fleabag. et Fleabag. Et Voilà, Fleabag. nickel. C'est bon, on a la personne. Donc ouais, alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans, vous me direz ? Je sais pas vraiment, mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, ils ont trouvé celle qui allait incarner Lara Croft pour cette version de série. On a un visage. Et on a un visage. Et c'est le visage de, attention, roulement de tambour, de Sophie Turner. Donc c'est Hey. qui Sophie Turner ? Game of Thrones. Ouais, Sansa Stark et aussi... Et Dark Phoenix, Exactement. chez les X-Men. Bravo. Ouais. Voilà, donc c'est Sansa Stark qui était en négociation depuis novembre dernier, donc ça fait presque 10 mois qu'ils étaient en négociation, mais ça y est, c'est confirmé. Donc elle succède donc à Angelina Jolie qui avait fait la première série de films, Les deux films, les ouais. deux premiers films. et Alicia Vikander. Qui avait fait un remake, plutôt du remake du jeu déjà. Enfin, Oui, voilà, oui, c'était- le jeu vidéo s'était remaké dans les années 2010. Ouais, Et- 12-13, ouais. Voilà, et puis ils avaient essayé de remaker le film à la manière du remake du jeu vidéo, c'est-à-dire en gros en sexualisant beaucoup moins le personnage principal de Lara Croft et en se tournant beaucoup plus vers l'aventure. Oui, tout à fait. Exactement. Un personnage plus jeune aussi. Ouais. Mais du coup, en quelques mots... Sophie Turner Non, Tomb Raider. Ah, Tomb Raider. Ouais. Tomb Raider, c'est un jeu vidéo assez historique qui est sorti à la fin des années 90 sur tous les supports de l'époque, Ouais, PlayStation, PC, ouais, etc. c'est Et c'était un peu révolutionnaire parce que c'est un des premiers jeux en 3D où on voit son personnage donc de dos. Et on reprend le genre de Indiana Jones pour aller avoir une héroïne anglaise qui va aller, alors à chaque fois c'était dans les pyramides, entre les pattes du Sphinx, dans les cités perdues du Pérou, etc. Tuer des dinosaures et des contrebandiers. Voilà, mais c'était un jeu assez révolutionnaire pour l'époque, particulièrement dur, et la série est devenue de plus en plus difficile jusqu'au fameux reboot notamment dont tu parlais. Et c'est là-dessus que je voulais réagir, c'est que ça me fait penser, ce qui est hyper bizarre, c'est que, donc, comme tu viens très bien de le dire, au fait, Tomb Raider était une adaptation
en gros de Indiana Jones en jeu vidéo, Au féminin, oui. au féminin, de l'idée de Indiana Jones, c'est-à-dire aller dans des sépultures et trouver des artefacts et tout ça. Donc c'est déjà du jeu vidéo qui adapte un petit peu le cinéma. Et quand il reprend vie au cinéma, c'est du cinéma qui adapte le jeu vidéo, qui a adapté le cinéma. Ouais. Donc t'as un peu l'impression d'un poulet qui est devenu un chicken McNugget qui redevient un poulet derrière, tu vois. Enfin bon, tout ça est un peu trash. Et puis on voit Phoebe Waller-Bridge qui venait de la série, qui va dans Indiana Jones et qui maintenant va dans Tomb Raider. Enfin tout ça s'auto-digère un petit peu, j'ai l'impression, mais j'ai très hâte de voir. Et on n'a pas parlé de Uncharted. Non, on n'a pas parlé de Uncharted. C'est là-dedans, pareil. Et où est-ce qu'on place Uncharted? Donc voilà, donc le tournage démarre donc en janvier. Série produite par Amazon MGM Studio. On a hâte de voir ce que ça va donner. Ça vient de tomber. Ça vient de tomber. Le téléphone de la Counter-Terrorist Unit, la cellule antiterroriste, vient de sonner. Alors, la cellule antiterroriste, donc on parle de quoi là? On parle de 24 heures chrono. Apparemment, Jack Bauer va revenir sur nos écrans. Ah mais oui, c'était ça la sonnerie. Ouais. Je me disais, j'ai déjà entendu cette sonnerie. Au début, je trouvais que tu faisais vachement bien à la bouche. Et après, oui, évidemment, Et oui. c'est le chrono de 4. Exactement, c'est c'est la la sonnerie sonnerie. c'est la sonnerie Cette du sonnerie que téléphone. je pense que tout le monde l'a mis sur son Nokia à un moment donné. Donc, allez, on revient dans le temps parce que là, du coup, qui quoi quand? Alors, le camp, c'est les années 2000. C'est une série 24 heures chrono. C'est une série qui était un petit peu révolutionnaire dans son temps. Pourquoi? Par son concept. Alors, son concept en 2 mots, c'était suivre un agent donc de la CTU pendant une journée qui devait donc arrêter des terroristes. Déjouer des menaces terroristes en aux une États-Unis. journée. Et la série était composée de 24 épisodes d'1 heure. Et pourquoi 1 heure? Parce que c'était Parce qu'il y en a temps 24 réel. jours, Et que 24 heures 24 heures. dans une Et, journée. sachant que du coup, un épisode durait que 45 minutes en vrai. Mais Les pubs. 3 plages de pubs de 5 minutes, ça faisait 1 heure. Et d'ailleurs, des théories disaient que pendant ces plages de pub, c'était le moment où Jack Bauer en profitait pour aller aux toilettes. Parce que sinon, pendant Sinon, c'est pas 24 heures, On mange un petit bout, voilà. dormir Et vite fait, comme les navigateurs. Grave. La micro-sieste. Moi, j'avais une amie qui m'avait fait remarquer, et c'est très juste, que c'est quand même l'agent qui déjoue les terroristes le plus poli du monde. Oui. À chaque fois qu'il passe un coup de fil, il termine en disant merci beaucoup. Tu peux me faire un... Ouais, merci beaucoup. Est-ce que tu peux vérifier? Ouais, merci beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais la série Alors que était- normalement, il n'a pas le temps d'être poli. En plus, la série, elle était assez révolutionnaire à l'époque, ce côté temps réel. Ouais. Et c'est quand même au début des années 2000, en géopolitique, il s'était quand même passé en 11 septembre. Ouais. Donc la série, elle surfe un petit peu là-dessus. Et ça a été des reproches qui ont été faits, que c'était un peu impérialiste. Et justement, à partir de la saison 5, je crois, il y a eu un renversement où ils ont commencé à un peu regarder en interne les machinations. C'est devenu un peu complotiste derrière. Ouais. Jack Bauer devient complètement... il prend le maquis, quoi. Enfin, donc, je sais pas ce qu'ils peuvent faire. On l'avait laissé, il partait en Russie kidnappé, je crois. Alors ouais, il a été knappé, il avait accepté de se sacrifier en fait pour être échangé contre son amie Chloé, si tout le monde se rappelle. Donc ouais, il s'était sacrifié et voilà, on l'a vu partir dans cet hélicoptère. Donc là, dans quoi il se lance? Apparemment, on sait pas trop. Est-ce que ce sera un téléfilm? Est-ce que ce sera une mini-série façon La dernière danse de Jack Bauer? On sait pas trop, mais lui en tout cas a envie de clôturer l'histoire parce que justement, du coup l'acteur Kiefer Sutherland trouvait que la fin était peut-être un peu trop ouverte, la fin de la dernière saison. Donc là, passait à Londres déjà la dernière saison. C'était une saison. Ça a commencé à Londres. ouais, ça a commencé à Londres parce qu'il y a un attentat avec contre le Premier ministre d'ailleurs, il me semble. Ouais. Et voilà, donc là, l'acteur a confirmé qu'un scénario était en préparation, mais du coup là, donc avant, il faut savoir que 24 heures chrono appartenait à Fox. Après, Fox a été racheté par Disney. Donc là, en fait, voilà, maintenant, il faut que tous les studios valident et que le scénario coche toutes les cases. Très bien. Breaking news, ça vient de tomber. Alors là, on est un peu une info un peu touristique. Alors, info relais château. Ouais, info relais château. Attention, ce n'est pas une page de pub, mais The White Lotus. Donc tout le monde connaît The White Lotus. La série qui critique les riches. Exactement, les riches qui vont en vacances. Donc la série créée par Mike White. Donc Mike White, c'est un peu le Michel Blanc des Américains. C'est ça. Donc c'est une satire mordante qui nous a déjà amené dans la saison 1 à Hawaï, puis en Sicile en saison 2, et là en Thaïlande. Et là, vous savez où va se passer la saison 4? Et ben apparemment,
les touristes vont venir en France. Oh. À Palavas-les-Flots. Alors, il y a plein de destinations possibles, Et là, mais en tout cas. tu nous fais pas, c'est quoi la France? Alors, pour Alors, la rappel, France, qu'est-ce pour que la c'est France, petit rappel, c'est. Pays hexagonal. Voilà. J'attendais un petit peu des monuments historiques ou un peu des trucs comme des histoires. Mais du coup, là, déjà, on sait que ça se passera dans un hôtel, forcément. Des grands hôtels. Des ouais, grands chaque fois. hôtels, ouais. Petit indice, apparemment, donc, les hôtels dans lesquels se passent les boîtes aux sont souvent des Four Seasons. Et en France, il y a 3 Four Seasons. Il y a le Four Seasons Georges V à Paris. Il y en a un à Megève. Je crois que c'est dans les Alpes. Ouais, ça marche bien, ça, pour changer de décor, c'est pas pour mal. changer Voilà. les plages sans arrêt. Exactement. Et le dernier, par contre, c'est le grand hôtel du Cap Ferrat sur la Côte d'Azur. Ouais. Donc, est-ce qu'il va aller La French Riviera. à la French Riviera ou dans les Alpes? Alors, du coup, Michael White, notre Michel Blanc américain, a quand même glissé un petit indice. En fait, il a dit qu'il voulait s'éloigner des vagues qui s'écrasent sur les rochers. Ah, donc, Donc, peut-être Megève, qu'on part sur du Megève, ouais. ou les deux, hein, pourquoi pas. Ou peut-être les deux. Et voilà, Eh ben, ce sera écoute, tout pour moi. Merci beaucoup, Andou. Merci. C'est tout pour les news, effectivement, aujourd'hui. Donc, je vous propose d'enchaîner directement et de passer au gros plan de la semaine. À la croisée de True Detective et de The Outsider, Task vous plonge dans une enquête policière retorse et met en avant l'ambivalence morale de ses personnages. Task, c'est quoi? C'est une série télé en 7 épisodes disponible sur HBO Max. 7 épisodes qui sont sortis depuis le lundi 8 septembre. I need you out in the field. There's been a spate of home invasions. At least 9 houses have been hit. They want me to set up a task force. State Trooper Elizabeth Stover, Sergeant Aaliyah Clinton, CD Anthony Grasso. It's not exactly a wealth of experience. We need to find this crew. Donc une mini-série créée par Brad Inglesby, qui avait déjà fait Mayor of Easttown, et qui met en lumière justement ces fameuses zones grises de la justice. Elle fait écho aussi à la paternité, à la rédemption, dans toujours les banlieues ouvrières de Philadelphie. Le pitch, c'est quoi? C'est que Tom Brandis, qui est joué par Mark Ruffalo, qui est un ex-prêtre, c'est dur à dire ça, Ouais, un ex-prêtre, ex-prêtre devenu agent du FBI et rongé par des traumatismes. Il dirige une équipe chargée de stopper une vague de cambriolages violents orchestrée par Robbie Perdengrast, c'est aussi très dur à dire, qui est joué lui par Tom Pelfrey, ça c'est facile à dire. Un père de famille discret qui mène une double vie. Voilà en gros ce qu'on peut en dire. C'est une mini-série, donc il ne faudra pas s'attendre à avoir des saisons 3, 4, 5, 6. Gauthier, je crois que tu as fini la série. Andou, tu es dedans. Je suis dedans. Voilà, moi aussi. Déjà, première question très rapide. Votre ressenti global en une phrase, Andou, pour commencer? Franchement, après le premier épisode, je suis très excité par la suite. J'ai bien envie d'enchaîner. Je trouve que c'est une série. Moi j'ai beaucoup aimé Mayor of Easttown, et là j'aime beaucoup en fait retourner dans cet univers de la banlieue en Pennsylvanie, dans une classe ouvrière. Du coup, il faut peut-être dire que le personnage du coup Robbie en fait est un éboueur. Oui, le fameux, c'est un face-à-face entre donc le flic du FBI qui va réunir une super équipe avec des individus qui viennent de différents corps de la police aux États-Unis. Et en face de lui, il a des éboueurs qui, pour essayer d'arrondir leur fin de mois et sortir de la vie très précaire dans laquelle ils sont avec leur famille, vont essayer de braquer des dealers. Ouais. Donc c'est là, ça. on est complètement dans l'archétype de l'anti-héros. Donc je trouve très intéressant. Et aussi, du coup, donc la différence par rapport à Mayor of Easttown, c'est que dans Mayor of Easttown, c'était plutôt vraiment une enquête. Enfin, l'enquête était vraiment un peu importante, on va dire, parce qu'il fallait trouver le coupable. Là, du coup, on est plus sur ce face-à-face, et c'est plus limite une fresque sociale sur les points communs entre ce que peut avoir quelqu'un qui est dans le FBI et quelqu'un qui va braquer les dealers. Tu veux dire que les histoires humaines prennent le pas peut-être sur l'enquête policière? Je trouve que là, en tout cas, c'est ce que me laisse suggérer le premier épisode, c'est parce qu'on laisse vraiment beaucoup de place aux coupables, entre guillemets. Gauthier, toi qui as fini la série, c'est un peu l'avis que tu partages? Oui. Et c'est une série qui est très intéressante. Ce qui est passionnant, c'est que, comme tu l'as très bien dit, au fait, tous les héros
tous les protagonistes de cette série sont des gens qui s'improvisent en fait. C'est un ancien prêtre qui s'improvise agent du FBI, c'est des éboueurs qui s'improvisent braqueurs de dealers et tout ça. En fait, c'est juste des gens qui apprivoisent le quotidien pour essayer de s'en sortir. Moi, j'aime beaucoup ces ambiances-là. Ça me faisait penser, outre mesure, à un film que j'avais adoré il y a une quinzaine d'années qui s'appelait Winterbone, avec Jennifer Lawrence. Alors, dans Winterbone, c'était encore plus dans l'Amérique profonde. C'était même pas, on n'était même plus dans les banlieues ouvrières. C'est rural, je crois. Ouais, on était vraiment au fond du fond de là où il y a personne. Mais j'aime bien ces fictions qui s'intéressent un petit peu à l'économie des gangsters, d'endroits où il y a rien. Où la seule justice, la seule loi qui règne, c'est la loi qu'ils ont fixée entre eux, en gros, quoi. Donc, évidemment, les éboueurs qui braquent les dealers, ils vont très vite se retrouver en étau entre les dealers qui vont les chercher parce qu'ils aiment pas trop se faire braquer. Ouais, c'est vrai que le plan initial partait mal de base. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas des mauvais gars, donc ils veulent pas faire du mal à des innocents. Oui. Voilà, c'est ça. Et la justice, la vraie, le FBI qui va se mettre à les chercher. Et donc, il va y avoir cet étau, et on se doute bien que le vrai face-à-face qui va avoir lieu à la fin, c'est plutôt celui entre le FBI et les dealers, et donc démanteler un gros réseau de trafiquants. Alors, le personnage principal, donc, c'est de cet ex-prêtre devenu agent du FBI. Il est incarné par Mark Ruffalo. Gauthier, est-ce que tu trouves que on n'est pas trop dans la caricature de l'anti-héros torturé qu'on n'aurait pas déjà vu 1000 fois à la télé, ou justement tu trouves que ça marche? Je vais vous en parler dans un instant, mais Mark Ruffalo fait très très bien le travail. C'est quand même des séries, que ce soit Mare of Easttown ou cette série-là, Task. C'est des séries où en gros on va débaucher des acteurs qui ont joué avec Jane Campion, hein, quand même, c'est pas rien, et puis on les fait tenir les premiers rôles de polars qui sont, vous savez, on aimait bien dans l'époque du cinéma classique parler de films noirs. Là, on n'est plus dans du noir, on est dans du noir. Ouais, noir plus quoi. Enfin, c'est vraiment très sombre. Hein. De la gadoue noire, c'est une sorte de pétrole. Ouais, absolument. Et puis ça s'intéresse. Ce qui est difficile à jouer comme partition, c'est que ça s'intéresse vraiment à l'intime. Ouais, la famille. Ouais. Et c'est tous des personnages qui sont un peu des millefeuilles, qui ont plein de facettes, ce qui fait qu'on les comprend tous super bien. On est vraiment en empathie avec chacun d'entre eux, quoi. Justement, Andou, tu le disais, dans le pilote déjà, on voit que ce fameux ex-prêtre qui est membre du FBI, il est un peu mis sur la touche parce qu'il a subi un drame familial. Exactement. Alors sans trop tout révéler. Voilà, c'est une couche en plus dans la dramaturgie du personnage. Oui, alors, spoiler alert, moi je vais vous en parler de ce drame familial. Oui, mais en gros, voilà, c'est en fait, et du coup, là, du coup, on voit déjà qu'il y a aussi, ils ont des points communs. Robbie, du coup, le braqueur, et Tom, l'agent du FBI, ils ont des points communs. Ils ont tous les deux eu des gros problèmes familiaux. Des deuils dans la famille. Des deuils. Et à mon avis, je pense que la série va peut-être plus d'ailleurs nous amener à la fois vers une résolution d'enquête, mais surtout, je pense qu'on est aussi sur la trajectoire de deux personnes qui ont été, comme tu disais, qui n'ont pas été épargnées par la vie. Le duo, d'ailleurs, il fonctionne pour vous, cette confrontation entre Mark Ruffalo et Tom Pelfrey. C'est eux deux qui sont mis en avant sur les campagnes d'affichage, par exemple, ou les petites vignettes quand on regarde sa plateforme HBO Max. Du coup, vous trouvez que l'opposition, ça fonctionne, ou c'est un peu... Moi, je trouve que Mark est un peu plus mou, honnêtement. Marc, c'est mais on lui demande de jouer ça en même temps. Ouais, peut-être, mais du coup, parce que je te dis, comme je trouve que l'intensité de ce qu'ils ont vécu dans leur vie est quand même, enfin, est pas comparable, mais quand même, chacun a eu son deuil à faire, chacun a des gros problèmes. Faut rappeler aussi du coup le contexte économique dans lequel s'insère en fait la série. Enfin, en gros, la ville, enfin cette banlieue de Pennsylvanie qui est en fait du coup dans la zone de la Rust Belt où en fait toutes les industries sont parties et en fait il y a c'est un peu le nord chez nous, quoi. Ouais, le nord et le grand est. C'est là où les gens sont un peu laissés, enfin qui sont été délaissés par l'État. Mais il y a une assez belle scène dans une voiture dans l'épisode, je sais plus, 5 ou 6, où ces deux protagonistes se retrouvent dans la même voiture pendant un long trajet et ils parlent ensemble. Et ils finissent par comprendre que bon, ils sont pas du même côté de la loi, ils ont pas eu les mêmes opportunités dans la vie, mais en gros,
peu ou prou, c'est quand même 2 fois la même personne qui Ouais, aurait ça, fait des ouais. choix différents. Et c'est d'autant plus frappant que donc le personnage de Mark Ruffalo, on l'a dit, a perdu un enfant, et l'autre, le personnage de Ebouer, lui, évidemment, à force de braquer des dealers, il va finir par trouver un enfant. Mais c'est vraiment ça. Il le trouve. Et ensuite, il sait pas très bien quoi en faire. C'est pas un énorme spoil, c'est dès le premier épisode. Ouais, Ouais, à la c'est fin ça. du premier. C'est ça. Donc, Après, c'est un peu les deux faces d'une même pièce en fait. exactement. Donc c'est de cette manière-là, c'est très très bien écrit. C'est une écriture qui est très fine. Mais alors moi, c'est mon tout petit reproche à ce créateur-là, c'est que je trouve que c'était un petit peu surécrit de temps en temps. Alors on a compris que ces 2 personnages, c'était vraiment le cœur de la meule de ce qui fait l'écriture de la série, mais il y en a d'autres des personnages autour, notamment cette fameuse Task Force, donc ces forces spéciales qui gravitent autour de Mark Ruffalo. Alors voilà, on a des gens comme Fabien Frankel, Emilia Jones, Tusom Bedou, Alison Oliver, donc il y a du monde. Ça marche, cette équipe autour, ou c'est aussi des personnages qui ont trop de problèmes dans leur vie et qui du coup ça vient parasiter leur action de... Non, ça fonctionne. D'autant qu'on a oublié d'expliquer le titre de cette série. Ça s'appelle Task, ça veut dire tâche. Alors c'est une tâche, c'est un travail à faire. C'est pas une tâche. C'est mission. Oui, c'est pas la tâche qu'on se fait quand la glace coule sur le t-shirt. Ça fait une série vachement moins tourmentée, hein, je pense. Oh non, Pistache. Bref, il y a tous ces personnages-là, effectivement. Alors, il faut tous les écrire aussi, et ils ont tous un petit peu leur moment de bravoure. Donc, c'est tous des millefeuilles. Il y a même Isaac de Bancolé, et rien que pour ça, je suis très content de retrouver Isaac de Bancolé, que j'aime beaucoup, et qui joue un autre prêtre dans cette série. Le meilleur ami de Mark Ruffalo dans la série. Exactement. Ouais. Donc c'est une belle galerie de personnages. C'est des personnages très solides, des personnages intéressants et assez bien construits. Ils ont tous des petits tics, ils ont tous des petits, comme des petites habitudes qui font qu'on en sait beaucoup plus sur eux sans qu'ils aient à l'expliquer, quoi. Et ensemble, ils ont une assez bonne énergie. Ouais. Enfin, c'est même marrant parce qu'ils sont tous là par opportunité. Encore une fois, ils sont tous là parce que la vie les a menés là de manière bizarre. C'est marrant, c'est assez fort. D'ailleurs, c'est une des forces de cette série de ne pas présenter le FBI comme des gens surentraînés qui ont tous fait le SWAT ou je sais pas trop quoi, tu vois. Enfin, c'est des gens qui, de fil en aiguille, se sont retrouvés là. Puis ils sont agents de terrain maintenant pour le FBI. Et puis voilà, c'est pas des surhommes, c'est des gens tout à fait normaux. C'était limite agent de bureau avant. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est marrant parce que, enfin. Jean-Michel, t'es comptable et demain, tu vas aller sur le terrain. Exactement. le héros était prêtre avant de devenir agent de terrain du FBI, donc c'est quand même 2 métiers très différents. Moi, ça me parle vachement parce que je suis journaliste cinéma, j'ai jamais fait d'école de journalisme. Je me suis retrouvé là par opportunité aussi. Donc, je vois très bien comment la vie peut nous amener à un endroit où on pensait pas être à la base. Et là, on nous apprend que ça inclut même les agents de terrain du FBI, quoi. Andou, plusieurs fois, tu as comparé cette série au projet précédent de son auteur, donc Mayor of Easttown. Est-ce qu'on ne serait pas un peu trop sur la même partition? Donc le trauma, la culpabilité, la violence sociale. Et du coup, est-ce que justement Inglesby, il n'est pas en train de s'enfermer dans son propre univers? Alors, je pense que c'est pas qu'il s'enferme, mais je pense qu'il a encore beaucoup de choses à dire, honnêtement, sur ce milieu-là, en fait, on va dire. Pour le coup, je trouve que la Mayor of Easttown explorait aussi des problèmes personnels, mais là, en fait, on a vraiment cette dichotomie entre 2 pères de famille, donc c'est pour plus du coup la figure paternelle, avec la pression qu'entraîne ce rôle dans les familles, des pères déchirés. Et du coup, je pense qu'au fil et à mesure des épisodes, tu me diras si je me trompe, mais je pense qu'on peut vraiment trouver son compte, notamment dans justement, comme tu dis, les petites touches, comme par exemple, tu vois, savoir que Mark Ruffalo, il adore regarder les oiseaux. Des petits trucs comme ça. Ouais. Je trouve que en fait on s'attache aussi à ces personnages, qui fait que même si on est dans une même zone géographique, et ben on a de nouvelles histoires humaines. Donc je pense que non, on va pas s'ennuyer. On n'a pas déjà vu, quoi. On conseille à qui plutôt? Je pense que le public cible est un public de gens qui aiment
les enquêtes policières déjà, hein, et Ouais, qui aiment les Contemplative, au rythme lent. Oui, c'est Ouais, ça. parce que comme je disais tout à l'heure, on est moins Atmosphérique, hein. Ouais, Atmosphérique, très carrément. atmosphérique. Pas trop Parce qu'on est- d'action, on hein. est, on est moins dans l'enquête policière que dans le drame policier. Ouais. Voilà. Pour moi, Si est on vraiment dans vous le fait drame. une référence un peu triviale mais grand public qui parle vraiment à tout le monde, c'est True Detective au fait. Oui, quoi. c'est ce que je disais en ouverture. Moi, j'avais comparé ça à un peu True Detective et un peu The Outsider, qui est aussi sur Oui, HBO. oui, je- ouais, carrément. Oui, et on avait vu quelque chose de beaucoup plus politique l'année dernière, mais qui m'avait fait penser à ça aussi. C'était une série qui s'appelait The Madness. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, Avec bon. Coleman alors, Domingo. ouais, Coleman Domingo. Trop C'était bien. beaucoup plus politique, mais c'était quand même un petit peu ce genre de profil de un mec qui n'a pas du tout le profil d'être dans un complot, qui se retrouve au cœur d'un truc qui... Au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais, voilà, ouais. Oui, c'est ce genre de série-là, ouais. Mais voilà, et du coup, je pense la série s'adresse aussi aux gens qui aiment le rythme lent. Enfin, en tout cas, sur le premier épisode, je trouve qu'on est sur un rythme lent qui prend le temps. Parce que oui, justement, je trouve que c'est le bon rythme pour présenter tous ces problèmes dans une vie. C'est-à-dire, tu peux pas tout mettre en 30 minutes. Tu peux pas affliger toutes les misères du monde à l'écran. Sinon, c'est pas crédible. Pourtant, ils se donnent du mal, hein. Ils se donnent du mal quand même, hein. Merci à tous les deux. Je rappelle que Task est disponible depuis le lundi 8 septembre sur la plateforme HBO Max. Et alors Gauthier, tant que t'es debout, le personnage tourmenté incarné par Mark Ruffalo dans Task justement, il t'a inspiré et t'avais envie de mettre les pieds dans le plat. Alors Gauthier, vers où tu nous amènes cette fois ? Ouais, on va dire les vrais trucs. Parce qu'il y en a marre. Écrire un personnage, c'est difficile. Surtout dans les séries, parce que les séries, il faut suivre les personnages pendant très très longtemps. En fait, la vraie différence entre les séries et le cinéma, c'est surtout ça. C'est surtout que, comme on va être coincé avec des gens pendant plusieurs heures, il faut qu'ils soient redoutablement bien écrits. Et pourtant, écrire un personnage, écrire une psychologie à un personnage, c'est-à-dire lui donner un passé, des tics, des parents, une vie, quoi. C'est pas obligé, hein. On peut décider de ne pas psychologiser son personnage du tout et de ne pas lui donner d'épaisseur. Ça peut en faire un personnage intéressant. Par exemple, Tintin. Tintin, c'est un personnage très intéressant et on peut le suivre de manière feuilletonnante. Ou là-bas, l'harmonica, on sait pas d'où il vient, ce qu'il faisait avant. Ouais, voilà, c'est ça. Personne se demande si Tintin est accro au porno sur Internet, tu vois. On s'en fiche. Personne ne se demande si Tintin il a un beau-frère relou à qui il prête de l'argent parce qu'il le claque au casino tout le temps, tu vois. On sait pas. Pourtant, ça pourrait donner de l'épaisseur à Tintin, mais peu importe, quoi. Ou Indiana Jones, c'est pareil. On parlait d'Indiana Jones tout à l'heure. C'est un personnage qui, à la base, n'est pas du tout psychologisé et il est caractérisé plutôt par son attirail. Il a un fouet, un chapeau, tout ça. C'est comme ça qu'on reconnaît Indiana Jones. Et d'ailleurs, les tentatives de le psychologiser plus tard dans le 3, le 4, le 5. Dans le 3, c'était encore marrant. Quand on lui donnait un papa, on se disait, tiens, j'ai jamais pensé que ce mec aurait eu un papa. Ouais. Et au fait, il a un rapport un peu buddy movie avec son père. Et c'est rigolo. Et après, dans le 4, quand on lui donne un fils, là, on se dit, c'est un peu relou. Et dans le 5, on lui file une filleule. On se dit, il y en a marre. Et son départ à la retraite. Exactement. Donc, il y a un moment où on l'a trop psychologisé et ça fait perdre du charisme à ce personnage. Dis donc, et ça me rappelle un truc. Oui. Un grand méchant de ce cinéma qui s'appelait Dark Vador. Exactement. Depuis qu'on a appris que c'était un petit blondinet contrarié, ça a fait... il perd de son aura et en même temps, ça fait raconter autre chose. Aussi. Oui. Parfois, c'est impossible de ne pas donner de psychologie à un personnage. Par exemple, moi, je vous rabâche les oreilles avec ça depuis je sais pas combien de temps, mais je m'intéresse particulièrement à un genre qui est le réalisme social britannique. Dans ces films-là... Ah bon. Et oui. Révélation. Je peux donner un exemple. Je sais pas, The Full Monty par exemple, ou les films de Ken Loach de manière générale. Ok, c'est cela, d'accord. Dans ces films-là, c'est normal de surpsychologiser les personnages. C'est normal que toute la misère du monde leur tombe dessus, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'intéresser un petit peu aux problèmes sociaux que ça soulève. Donc dans ces films-là, ou que ce soit les films
comme la loi du milieu avec Vincent Lindon, c'est un petit peu le même schéma. C'est-à-dire que c'est des personnages qui vont à la fois être alcooliques, avoir une maman dont il faut s'occuper parce que on n'a pas l'argent pour l'emmener à l'EHPAD, mais bon, il faut quand même s'occuper d'elle tout le temps. En même temps, on est au chômage, donc il faut prendre toujours un boulot, mais un boulot à risque dont personne ne veut. Et en plus de ça, on a un enfant qui a un handicap et tout ça. Donc beaucoup de couches. Mais on comprend dans le cinéma social que c'est un petit peu nécessaire. Ça décrit la précarité des couches sociales les plus populaires. Voilà. Et donc la série a pris le pli de cette écriture et de surpsychologiser un petit peu les gens, et particulièrement souvent, je trouve, dans les séries policières. Et personnellement, je trouve que parfois, ça me désintéresse un petit peu de l'enquête policière que j'aimerais bien suivre. Et j'en parle parce que c'est particulièrement saillant chez Brad Inglesby, parce que déjà, dans je ne sais pas si vous vous rappelez de Mare of Easttown, qui était une série de 2021. Avec Kent Winslet en rôle titre. Exactement. Je vous la fais rapide parce que j'ai fait ça juste de tête, du rappel d'une série que j'ai vue il y a 4 ans. Je me souviens que Kate Winslet donc joue le rôle de Mère Sheenan, qui est une enquêtrice et qui enquête sur la disparition d'un enfant dans sa petite ville de Pennsylvanie. Elle vit avec sa mère. Elle vit avec sa fille qui est lesbienne et qui, elle aussi, subit donc des attaques contre elle dans cette petite ville. Et elle vit aussi avec son petit-fils parce qu'elle avait un fils qui est mort d'une overdose et qui lui a donc laissé un enfant. Donc elle s'occupe de sa mère, de sa fille et de son petit-fils au quotidien. Elle enquête donc sur la disparition de cet enfant et elle est mal vue parce qu'elle a déjà enquêté sur la disparition d'un autre enfant l'an dernier qui était l'enfant de mémoire de sa meilleure amie qui depuis a le cancer et qui est en phase terminale et donc elle est très impopulaire dans cette petite ville puisqu'elle n'a pas réussi à retrouver l'enfant de sa meilleure amie et c'est dommage parce qu'avant c'était une ancienne gloire du basketball local. Elle et sa meilleure amie, elles étaient soudées par ça. Et en plus de ça, elle est tiraillée entre 2 hommes, puisqu'il y a son nouveau jeune collègue qui vient d'arriver et qui va finir par prendre une balle dans la tête sous ses yeux. Et il y a aussi un écrivain célèbre qui est de passage en ville, avec lequel elle amorce une romance. Voilà. J'ai envie de dire, ton millefeuille a 10 couches pour l'instant. Voilà, il a 10 couches, et c'est les 10 couches dont je me souviens sans avoir revu la série. Je suis sûr qu'il y en a d'autres si je revois la série. Voilà, ça, j'aime bien, mais je finis par ne plus y croire. Je finis par me dire, cette dame-là, elle n'existe pas. Ça n'arrive à personne d'avoir autant de traits de caractère. Mais c'est comme Jack Bauer, le pauvre, à chaque fois, en 10 saisons, c'est quand même la pire journée du monde à chaque fois. Oui, il passe la pire journée du monde à chaque fois, mais il a le pire boulot du monde en même temps. Vrai. Il est là pour ça, c'est son travail, si tu veux. Ça serait pareil si Jack Bauer, en plus de ça, il avait un emprunt à la banque et tu sais, entre 2 coups de fil, il y avait toujours son banquier qui appelle pour dire alors Monsieur Bauer, faut mettre sur le compte un petit peu. Et tu vois, ça serait fou. On se dirait c'est plus crédible. Et là, c'est un petit peu pareil. Donc tu parlais de Mark Ruffalo dans Task. Donc Mark Ruffalo dans Task, il est agent du FBI, il est ancien prêtre, il est diplômé de philosophie, ça c'est vraiment important qu'on sache ça. Il est père de 3 enfants, dont 2 adoptifs. Son fils est adoptif, est en prison pour avoir tué sa mère pendant le Covid après une bouffée délirante parce qu'il est victime d'hallucinations. Il doit mettre en place une équipe, donc Mark Ruffalo doit mettre en place une équipe de bras cassés pour aller traquer 3 éboueurs qui eux-mêmes braquent les plus gros dealers de la région. Il y a des taupes chez les dealers, il y a des taupes au FBI. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Ils doivent retaper la maison aussi. Beaucoup de choses. Oui, ils doivent retaper la maison. Où la task force a pris QG. Exactement. Et sa boss, qui était sympa avec lui, se barre ou est dégagée. Voilà. Oui, il y a ça aussi, ouais. Donc, je sais pas comment. Sa fille lui parle plus. Ou alors, pas oui, sa vraie fille ne lui parle plus parce que évidemment son frère qui était un enfant adoptif a tué sa mère, donc il est alcoolique. Ça fait désordre. Il est alcoolique en plus, ouais. Il a des problèmes avec Dieu aussi. Oui. Alors on peut me répondre, oui, mais voilà, la vie quoi. La vie c'est compliqué. Gauthier, oui, la vie c'est compliqué. Oui, la vie c'est compliqué. Je suis d'accord, mais en même temps c'est rarement
aussi sensationnel que ça, si tu veux, quoi. Et surtout quand tu fais un truc de genre, quand c'est une enquête policière, même si c'est une enquête policière, j'ai bien compris, qui doit plus s'intéresser aux individus que à la criminalité, il y a un moment où ma crédulité de petit spectateur lâche. C'est-à-dire que je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu plus à des histoires simples au lieu de me remettre à chaque fois une couche de « et tu sais quoi, en plus il a le cancer, et en plus gna gna gna, et en plus c'est très compliqué ». Voilà, au bout d'un moment c'est trop et je lâche. Il y a d'autres séries qui sont concernées par ça, hein. Il y a True Detective, c'est exactement la même chose. On parlait de The Madness, c'était un petit peu aussi la même chose. Donc voilà. Et parce que Madness sur son papa lui-même et qui était Oui, exactement. Ouais. Après, Voilà. pour le coup, The Madness, pour moi, était beaucoup plus sensationnaliste que Task. Oui, c'est vrai. On est dans un thriller, un peu un thriller d'action, d'espionnage, ouais. Là, je trouve que du coup, l'écriture. Moi, alors pour le coup, oui, je suis d'accord et à la fois pas d'accord avec toi parce que du coup, alors Task, pour moi, limite, son plus gros défaut, c'est peut-être d'être une enquête policière. Parce que justement, moi, j'aurais bien aimé, avec toutes ces couches dans les personnages, qui est un autre fil conducteur que un agent qui doit attraper un voleur, entre guillemets. Oui, ça pourrait être une série qui se passait où c'est un mec qui va chez le psy, qui raconte ses problèmes, comment il réintègre son service sans qu'il y ait une enquête. Voilà. Tu vois, on parlait de Winter's Bone tout à l'heure avec Jennifer Lawrence, donc qui était le premier grand rôle de Jennifer Lawrence, d'ailleurs pour laquelle elle a été nommée à l'Oscar. C'était une grande sœur qui élevait seule son petit frère et sa petite sœur et qui les aidait à chasser des écureuils, et c'est comme ça qu'ils bouffaient. Voilà. Une couche de personnages et on comprend ces enjeux psychologiques du quotidien. On n'a pas besoin de nous surexpliquer 36 milliards de trucs. Après, est-ce que c'est pas lié aussi, comme je disais tout à l'heure, à la zone géographique dans laquelle se situe l'intrigue? C'est peut-être que dans cette banlieue de Philadelphie, les gens ont vraiment de très 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 gros problèmes. Parce que j'en sais rien. Tu peux justifier ça de toutes les manières que tu veux. Tu peux même me dire, si ça se trouve, c'est un genre de la série en soi de faire des personnages aussi lourds. Mais moi, j'ai envie de dire que j'ai déjà vu plein d'autres trucs où on t'évoque simplement une corde narrative et toi, tu fais tout le chemin derrière oulala, ça doit être très difficile à vivre, et tu le comprends si tu veux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi dans l'écriture anglaise, anglo-saxonne, une tradition de ça? Je pense à Dickens, c'était déjà des gens à qui il arrivait des monceaux de malheur. C'est ce que je te disais, c'est parce que Dickens a toujours quand même une structure, une motivation sociale forte. Oui, il écrit pas des polars. Voilà, c'est ça. Okay. On n'est pas dans un film policier, quoi. T'imagines si on faisait le même traitement à Indiana Jones, qu'on lui donnait tous ses problèmes, et il est alcoolique, et il a des enfants adoptifs, et puis son fils adoptif, il a tué sa mère et tout. Enfin, il y a un moment où on se dirait, juste arrête d'aller à l'aventure, alors reste chez toi, ça a déjà l'air d'être une aventure en soi, quoi. Et écoutez, c'est vrai que on peut réimaginer la lecture de tout ça, les personnages de séries différemment. Oui, ou réécrire Tintin de manière sociale. Merci Gauthier, merci Andou. Je vous propose d'enchaîner et de passer tout de suite à l'agenda avec les sorties de la semaine. Et cette semaine, on va parler des sorties du 8 septembre au 14 qui ont retenu mon attention. Alors, ça commence dès le 10 septembre, depuis mercredi dernier. Vous pouvez retrouver sur Netflix, attention quoi, de la télé-réalité. Oui. Et pourquoi je vous parle de télé-réalité? Parce que vous savez que c'est pas forcément ma cam à la base. Alors oui, mais cette fois, c'est animé par le champion de judo Teddy Riner et par sa compagne Lutna Plokus, je sais pas comment on dit. Voilà, c'est 4 épisodes uniquement qui seront disponibles chaque semaine sur Netflix. Ça s'appelle Pour le meilleur et à l'aveugle. D'accord. Alors c'est ni plus ni moins. Combine deux expressions qui n'ont rien à voir. Ouais, mais c'est ni plus ni moins que la version française de la télé-réalité Love is Blind. Alors Love is Blind, c'est quoi? C'est une émission qui existe depuis 2020 aux États-Unis et c'est un concept un peu inédit puisque on va prendre des célibataires et on va leur permettre de se fiancer sans s'être jamais vus. Ouais.
Et Mais donc, attends, quelqu'un m'en a parlé. C'est pas toi qui m'en as parlé? Non. J'ai parlé de Moi, je parle pas cette de ça. émission avec quelqu'un récemment. Par ça, contre, c'est maintenant. c'est dans ta watchlist, pardon. 30 célibataires qui se parlent donc dans des sortes de cabines séparées. Et s'ils accrochent, ils peuvent aller jusqu'à une demande en mariage avant même de s'être vus. Et alors là, ils découvrent la tronche de l'autre et ils décident s'ils restent ensemble et ils vont poursuivre toutes les étapes jusqu'à peut-être le mariage. Donc vivre ensemble, rencontrer les familles, voir si leur relation peut s'allier, etc. Leur boulot, leur machin. Donc voilà, ça part de... Ça matche pas juste... c'est tourné manège, hein, clairement. On voit pas l'autre, on pose des questions. Et sauf que c'est plus récent et c'est animé par l'un des meilleurs judokas de tous les temps. Voilà. Si, ça y est, j'ai retrouvé qui m'en a parlé. C'est ma femme, que je salue d'ailleurs, qui m'en a parlé parce qu'on connaît au 2e ou au 3e degré quelqu'un qui a participé à la mission. Ah, ouais. D'ailleurs, il est là. Il veut nous en parler. Salut. Rappelle de moi. Bravo Andou. Les doigts de fée. Toujours depuis mercredi, on reste sur Netflix, un documentaire en 2 épisodes qui s'appelle Mais qui est Charlie ? Tout sur Monsieur Shin. Un documentaire réalisé par Andrew Renzi. C'est un récit sans filtre qui est raconté par Charlie Sheen lui-même, avec une vraie volonté de reprendre le contrôle de sa propre histoire et de briser tous les tabous qui l'entourent. On le sait, Charlie Sheen, il a eu quelques déboires avec l'alcool et les drogues. Il est parti un peu en vrille dans tous les sens il y a quelques années. Et donc, le documentaire, il propose une exploration de sa vie. Avec, il est même séropositif, hein, il me semble. C'est possible, ouais. Donc, on repart de ses débuts dans les années 80, quand il était à son apogée médiatique, en passant par sa chute plutôt spectaculaire et tout le parcours vers la sobriété. C'est une plongée honnête et brutale, d'après le synopsis, puisqu'on va revenir vraiment sur les excès, les addictions, mais aussi les blessures personnelles. Et c'est raconté par vraiment Charlie Sheen, 7 ans de sobriété et de points là-dessus. On va y voir pas mal de tronches un peu connues qui ont partagé la vie de Charlie Sheen. Donc déjà ses ex-épouses Denise Richard, Brooke Muller, sa fille Lola, son frère Ramon Estevez, puisque Charlie Sheen, son demi-frère, c'est la grande famille étendue des Estevez. Et aussi des figures de sa carrière comme John Cryer, Sean Penn, Chris Tucker, Chuck Lorre. Et on aura aussi un accès rare à son dealer de l'époque. Ah ouais. Qui parle à visage caché, je crois, et qui offre donc une perspective crue et sans tabou sur les excès de la star à l'époque. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que Charlie Sheen, c'est à la fois le mythe Platoon, et puis ensuite sa propre parodie, parce que Hot Shots 1 et 2, ça parodie Rambo, mais ça parodie quand même tous ces films sur la guerre du Vietnam. Top Gun aussi. Ouais, voilà. C'est Wall Street aussi. Oui, ouais, c'est absolument, bien sûr. Wall Street, et après, c'est mon oncle Charlie. Ouais, après, c'est mon oncle Charlie. Et je me souviens que je sais plus en quelle année est sorti Dans la peau de John Malkovich, mais ça doit être en 99-2000, un truc comme ça. Fin des années 90. Ouais. Et il y a déjà dans la peau de John Malkovich une blague sur Charlie Sheen qui fait une blague sur lui-même, puisqu'il s'incarne lui-même à l'écran, comme étant le pote que tu vas voir quand tu veux te shooter, parce qu'il est complètement dans la dèche et tout le monde le sait et tout. Et je me dis, ces deux visages, c'est sa vie, c'est toute sa vie au fait, d'avoir été à la fois la star de cinéma, le mec hyper populaire, et en même temps le mec trashissime. Donc ouais, ça m'intéresse beaucoup. Toujours depuis mercredi 10 septembre, on passe sur Prime Video, une série en 6 épisodes qui s'appelle The Girlfriend. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une série, une sorte de thriller psychologique qui est adapté d'un roman de Michel Frances. Et le récit, donc, c'est une tension familiale entre pouvoir, classe sociale, etc. Et une narration à plusieurs voix qu'on pourrait presque comparer à un effet Rashomon. Et donc qui est là pour amplifier tout le suspense autour de la vérité. Le pitch, c'est quoi ? C'est que Laura, qui est jouée par Robin Wright, c'est une femme de pouvoir qui a tout, carrière brillante, mari aimant, et un fils unique. Et elle voit sa vie basculer lorsque Daniel, le fameux fils, il lui présente Cherry, qui est jouée par Olivia Cook, sa nouvelle petite amie. Et Laura, donc la daronne, elle est convaincue que Cherry, elle dissimule quelque chose. Et donc on plonge dans un jeu de suspicion. Est-ce qu'elle est vraiment manipulatrice ou est-ce que c'est elle qui devient paranoïaque ? Et la narration, elle alterne entre les deux. Elle joue vraiment à prêcher le faux et le vrai, d'après tout ce que j'ai pu en voir, et d'après aussi les communiqués de presse, puisque ça sort mercredi et que du coup j'ai pas eu le temps de le regarder.
Mais j'ai trouvé ça. Quelle plateforme, pardon? C'est Prime Video. Prime Video. Et enfin, il faut penser à tous les publics et je pense aussi aux plus jeunes et aux ados. Voilà, c'est le premier film un peu important du YouTuber Mister V, excusez-moi, Mister V. Donc on est toujours sur Prime Video pour un film qui sort aujourd'hui, 12 septembre. Ça s'appelle Mac Walter, une comédie d'action réalisée par Simon Astier et donc porté par Mister V. C'est un long métrage à l'humour absurde qui s'inscrit dans la tradition des parodies d'espionnage. Ouais. Le pitch, en gros, c'est que Mac Walter, c'est l'agent vedette de la NUS, la nouvelle unité spéciale, la plus puissante avec des agences américaines. Surentraîné, charismatique et persuadé de sa propre légende, il est soudain accusé d'une série d'attentats à travers le monde. Et donc, il va être traqué par ses anciens coéquipiers et il entame une cavale spectaculaire pour prouver son innocence et démanteler le complot. C'est pas original, mais on pourra y retrouver autour de Mister V, Géraldine Nakache, William Lebguil, Vincent De Dienne et François Berléand. Oui, voilà, moi c'est Simon plutôt ça qui me Et puis hype. Simon Astier à l'écriture aussi. Ouais. Oui, qui avait déjà fait. J'ai ouais. bien hâte à ça. Ouais. Et enfin, voilà, en vrac, comme ça, on a, pour ceux qui sont encore accrochés, The Walking Dead, Daryl Dixon, saison 3 sur Paramount+, Only Murder in the Building, saison 5, et un événement live. Pharrell Williams, Andrea Bocelli qui co-réalise un concert historique depuis le Vatican diffusé en direct le 13 septembre à 21h sur Disney+. Voilà, on pourra y retrouver notamment John Legend, Clips, Teddy Swims, Jelly Roll, Angélique Kidjo, Brandon Lake et des chorales et ensembles vocaux. Très bien. Très bien. Moi je précise simplement avant qu'on rende l'antenne que mon fils m'a fait regarder K-pop Demon Hunter. Ouais. Le succès d'animation du moment. Exactement, le film le plus vu de toutes les plateformes confondues. Sur son lancement. Oui, sur son lancement, ouais. Voilà, j'ai fait ça pour la science. Je fais ça pour la science. Très bien. Je ne suis pas la cible. Ce sera tout pour les sorties aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs là-dessus que va s'achever notre émission. C'était Originals saison 2, épisode 2. On remercie notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. Merci les copains. Merci. On fait un gros big up à Magic Andou qui est avec nous et qui va devoir monter l'émission et faire le mixage derrière. Ouais, bravo. Et nous, on se retrouve vendredi à 17h pour toujours plus d'actu ciné, série, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Salut. Salut. Bye bye.